Connaissez-vous la théorie du gruyère suisse? Dit comme ça, je vous l'accorde, ça peut sembler absurde. On dirait une théorie à la con comme la loi de l'attraction, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. C'est un vrai modèle scientifique utilisé en gestion des risques. Il sert à évaluer les différents mécanismes de sécurité et surtout leurs failles. Imaginez chaque tranche de fromage comme une barrière conçue pour arrêter ou résoudre un problème précis. Mais comme tout le monde le sait, un gruyère a des trous. Ce trou, c'est une faille, une situation imprévue par la sécurité, une brèche par laquelle un problème peut passer. Alors, pour se protéger, on empile les tranches. Les failles d'une tranche sont couvertes par les autres. Mais parfois, et seulement parfois, tous les trous s'alignent. Et quand ça arrive, le pire peut se produire. Aujourd'hui, on va voir comment un gruyère invisible est à l'origine d'une des catastrophes écologiques les plus tragiques des temps modernes. Comme l'épisode précédent, il fait encore trop chaud pour tourner, donc ça dégage. Dans l'éventualité où vous ne le savez pas, quasi toutes les machines du monde tournent avec une seule matière, le pétrole. Je vous apprends rien quand je vous dis que c'est quand même recherché par tous les pays. Le hic, c'est qu'on n'en trouve pas de partout. Je réitère, on en trouve beaucoup, mais pas de partout. Et un des endroits où il y en a le plus, c'est dans la mer. Combien? Oh, à peu près 30 millions de kilomètres carrés, soit juste la superficie de l'Afrique. Tranquille. Bref, vous vous doutez bien que cet or noir est un tout petit peu recherché, on aimerait bien le récupérer, et c'est là qu'entrent en scène les plateformes offshore. On a tous déjà entendu ce nom, offshore. Mais beaucoup, et je vous blâme pas, ne savent absolument pas ce que c'est. On va pas trop rentrer dans les détails, mais pour faire bref, Deepwater Horizon, ce n'est pas une plateforme pétrolière classique de production, mais une plateforme d'exploration à positionnement dynamique. En gros, elle fore pour vérifier si le puits est exploitable. Si c'est confirmé, elle s'en va et laisse la place à une plateforme de production qui exploitera le puits. Oui, j'ai bien dit s'en aller. La plateforme est semi-submersible, ça veut dire qu'elle flotte et qu'elle possède des moteurs pour se déplacer. C'est littéralement un énorme bateau, mais conçu pour forer. Son rôle premier est de percer le plancher océanique pour atteindre un réservoir de pétrole et de gaz. Pour ça, on utilise un trépan, une foreuse géante montée au bout d'un long train de tiges. Ce trépan est lubrifié et refroidi par une boue de forage, un fluide spécial pompé depuis la surface. Mais cette boue ne sert pas qu'à lubrifier. Elle remonte les débris rocheux produits par le forage, et elle maintient une pression suffisante dans le puits pour empêcher le pétrole ou le gaz de remonter de façon incontrôlée. Au fur et à mesure que le forage avance, on creuse un énorme trou. Pas très stable, forcément. Pour éviter que ça s'effondre, on insère des tubages métalliques, de longs tuyaux d'acier que l'on fixe au sol avec un ciment spécial. Cette structure consolide le puits et isole les différentes couches géologiques pour éviter toute fuite. Et tout en bas, à la base du puits, il y a le Blowout Preventer, une gigantesque vanne de sécurité qui peut, en cas d'urgence, fermer hermétiquement le puits grâce à d'énormes mâchoires hydrauliques. Habituellement, un forage en mer se fait à 500 ou 1000 mètres de profondeur. Mais le puits Macondo, au large de la Louisiane, c'est une autre histoire. 1600 mètres d'eau avant d'atteindre le fond marin, puis encore 4500 mètres de roche pour arriver au réservoir. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, plus on descend dans l'eau, plus la pression est énorme. Ici, à 6 km sous la surface, la pression est colossale. Si elle est mal contrôlée, tout remonte. Et c'est ce qu'on appelle un kick. Mais attention, la pression ne doit pas être trop élevée non plus, sinon elle dépasse le taux de fracturation de la roche. Et si la roche se fissure, la stabilité du puits, c'est fini. Ce petit jeu d'équilibre permanent fait que forer un puits, surtout en mer profonde, présente un réel risque. Marée noire, explosion et destruction d'écosystèmes sous-marins. Mais bon, avant l'incident, on se disait, ça va,
tranquille, c'est gérable. Maintenant, on va remettre les choses un peu plus dans leur contexte, si vous le voulez bien. Il faut savoir une chose, le pétrole obtenu lors du forage est ensuite acheté par une compagnie pétrolière. Dans le cas de Deepwater Horizon, cet acheteur c'était BP. Déjà que l'image de la boîte n'était pas franchement flamboyante, mais alors après cet incident, comment dire, ça allait pas s'arranger. Normalement, un forage est censé durer entre 3 et 4 mois pour être prêt à l'exploitation. En théorie. Et là, rien n'allait. L'équipe de Deepwater Horizon avait déjà plusieurs jours de retard, et BP commençait sérieusement à s'impatienter. Résultat, pression maximale pour accélérer et passer au puits suivant. Du coup, l'équipe était sous tension. Entre la pression exercée par BP et la pression des remontées de boue, et dans un forage, il y a toujours un risque que le taux de fracturation de la roche soit dépassé, ce qui mettrait en péril la stabilité du puits. Normalement, pour éviter ça, on fait une série de tests, notamment pour vérifier le ciment de consolidation. Mais vous allez voir que rien ne va se passer comme la logique aurait dû le prévoir. Maintenant que vous avez le contexte, il est temps de faire entrer en jeu notre gruyère. Avant même qu'un seul problème technique ne pointe le bout de son nez, il y avait déjà une pression invisible. Pas celle du pétrole, mais celle exercée par BP. Chaque jour de retard coûtait plus de 500 000 $ et Deepwater Horizon avait déjà accumulé plusieurs jours de planning en moins. L'équipe de forage, consciente de ces enjeux, savait que déclarer qu'un puits serait inexploitable après 4 mois de travail serait un désastre financier pour BP, une catastrophe professionnelle pour eux. Résultat, une tension constante où les décisions se prenaient autant pour des raisons économiques que techniques. Ça peut paraître rien comme ça, même pas une faille dans le système de sécurité. Mais sous-estimer la psychologie, c'est déjà mettre un pied dans la tombe. Comment voulez-vous prendre des décisions rationnelles si vous êtes submergé par la pression ? Comme c'était le dernier jour d'exploitation du puits par la plateforme, il convient de vérifier la qualité du ciment qui porte quasi à lui tout seul la stabilité du puits. Un bon cimentage, ça protège la roche autour du tubage et empêche le gaz ou le pétrole de trouver un chemin vers la surface. Mais là, probablement pour des raisons d'économie et de retard, BP a refusé qu'on fasse un test de qualité du ciment. Le ciment, posé par Halliburton, devait être la première barrière physique contre toute intrusion de gaz. Or, les tests internes montraient qu'il risquait d'être instable et poreux. Un défaut invisible qui, en profondeur, pouvait tout changer. Mais comme BP a jugé que c'était pas nécessaire, vers 19h30, on remplace la boue lourde par de l'eau de mer, plus légère, pour vérifier si la pression reste stable. Mauvais signe. La boue remonte de façon incontrôlée. Cela signifie probablement que du gaz s'infiltre déjà dans le puits. En toute logique, le verdict devrait être clair. On arrête, on abandonne. Oh non. Un deuxième test est fait avec un protocole bidouillé, et cette fois, tout semble ok. Bah, vas-y, tu sais quoi, je reviens. Hop, ça c'est le problème. Poup, 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 poup. Bien avec le majeur. Disparu. Merde, j'ai eu ramassé. Lors de la fermeture du puits, à 20h50, officiellement, tout est en ordre. Officieusement, la pression en tête augmente et des kicks se multiplient. Personne ne se met encore en alerte rouge, persuadé que ça va se stabiliser. Mais le ciment, mal pris, a laissé des chemins invisibles au gaz qui remontent inexorablement vers la surface. Il reste un atout de taille, le BOP. La fameuse vanne de 450 tonnes censée tout arrêter. Équipée de mâchoires hydrauliques, capable de couper le tube et sceller le puits, c'est la dernière ligne de défense. Mais les tiges de forage sont toujours en place et la pression a tordu le tube. Les mâchoires ne peuvent plus se refermer correctement. Le passage pour le gaz et le pétrole reste grand,
tout vert. Le drame n'est qu'à un pas de se produire. Il faut impérativement alerter l'équipe. Mais l'alarme générale est désactivée. À 21h40, le gaz et le pétrole jaillissent du puits, formant un nuage de méthane autour de la plateforme. Normalement, tout le monde devrait être alerté en quelques secondes. Mais la décision avait été prise de couper l'alarme pour éviter les faux déclenchements. Résultat, presque personne ne sait ce qu'il se passe. À 21h49, l'étincelle fatale survient. Le méthane atteint la salle des moteurs, l'un des rares endroits pouvant produire une étincelle. L'explosion est immédiate. La plateforme est engloutie par les flammes en quelques secondes. Pourtant, une dernière chance existe encore. Déconnecter la plateforme du BOP pour isoler le puits et arrêter le geyser d'hydrocarbures. Mais cette ultime défense est elle aussi percée. Batterie hors service, câblage défectueux et commande inutilisable même en manuel. Tous les trous sont désormais parfaitement alignés. Plus personne ne peut stopper le feu s'alimente directement à la source, l'évacuation devient un enfer et l'histoire bascule dans la plus grande marée noire jamais connue aux États-Unis. « 780 millions de litres de pétrole déversés dans le golfe du Mexique sur quasi 3 mois. Mortalité massive de la faune et destruction des habitats marins. 11 morts et 17 blessés graves. Une perte pour BP de plus de 60 milliards de dollars. » Là encore, je fais très court comme conclusion. Je suis pas du genre à vouloir interdire l'exploitation du pétrole, je pense qu'il y a encore pas mal d'avancées à faire pour éviter que ce genre de drame arrive à nouveau. On serait tenté de se dire que des modèles comme le Gruyère ou des lois comme la loi de Murphy, c'est de la philosophie de comptoir. Mais il existe beaucoup d'autres principes, tout aussi simples et pourtant essentiels. La loi de Pareto qui rappelle que 80% des problèmes vient de 20% des causes. Ou encore le principe de précaution qui nous pousse à agir même sans certitude scientifique totale. Des idées qui paraissent naïves au premier abord, mais qui, appliquées avec rigueur, peuvent éviter des erreurs fondamentales ou des risques qu'on n'avait pas prévus. On arrive à la fin de cette vidéo et promis, la prochaine fois on traitera d'un sujet un peu plus léger. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la tradition. Aussi ridicule que puisse paraître ce modèle, il montre à quel point des systèmes que l'on pensait parfaitement rodés peuvent cacher en fait des failles béantes. Et comment chaque erreur élargit encore ce gouffre jusqu'à la catastrophe. Et ce fromage ne s'applique pas qu'aux plateformes offshore. Tant que l'on empilera des tranches avec plus de trous que de fromage, d'autres domaines connaîtront tôt ou tard un sort tout aussi proche.